Bonjour, bienvenue dans cette formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Le CFPB, donc le CFPB, c'est une émanation de la Fédération bancaire française, c'est-à-dire que le conseil d'administration du CFPB est composé des DRH des établissements bancaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, le CFPB, c'est 230 salariés, 2500 intervenants, principalement de la formation diplômante. On forme du BP jusqu'au master, donc avec des formations certifiantes inscrites au RNCP et des formations diplômantes comme le BP, le BTS. Bien entendu, des partenariats avec des universités. On a plus de 90 partenariats avec les universités sur des licences ou des masters. On intervient à deux niveaux, donc l'intégration professionnelle des jeunes, donc l'alternance, c'est 50% de l'activité du CFPB, l'alternance. Et puis de la formation continue. Donc 170 000 heures de formation, 26 cursus, 26 diplômes. J'attaque directement sur le sujet, donc je vais vous parler d'un dispositif de formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est une réglementation qui s'est mise en place dès 1991 avec une première directive, des recommandations internationales, des recommandations du Fonds international. Au départ, c'était 400 000 collaborateurs à former. Alors 400 000, c'est un peu large, mais la directive dit bien que tous les collaborateurs des établissements financiers, et d'ailleurs pas uniquement des banques, puisque la troisième directive élargit le périmètre et des secteurs concernés par la lutte à d'autres secteurs professionnels que le secteur financier, par exemple les experts comptables, tout ce qui est les métiers du chiffre, les notaires, les assureurs. Il y a maintenant une douzaine de secteurs professionnels concernés. Que nous demandaient nos interlocuteurs? Ils nous demandaient une formation pour tous, puisque encore une fois dans la directive, on nous demande de former l'ensemble des collaborateurs. Ils voulaient une formation principalement diffusable en e-learning, puisque 400 000 personnes à former pratiquement tout de suite. Et donc c'est la seule modalité qui le permet. On voulait un outil pérenne, c'est-à-dire actualisable, puisqu'il y a une obligation de former dans la durée. La réglementation demande à ce que cette formation soit régulière, sans préciser la fréquence. On a établi donc le coût de développement du projet, et le budget ensuite est réparti entre les établissements qui veulent participer au projet. L'avantage pour les souscripteurs, c'est qu'on est comme dans une coproduction, c'est-à-dire qu'il y a un partage des recettes ultérieur. Une fois que le projet est fini, donc l'outil est commercialisé aux établissements qui n'ont pas participé à la souscription, à d'autres sociétés, et les recettes sont partagées entre les souscripteurs et le CFPB. Quand on a vu un peu la difficulté du projet, ce qu'on s'est dit, on va nous prendre en charge l'ingénierie pédagogique et on va laisser l'ingénierie de formation aux établissements. C'est-à-dire qu'on va leur mettre à disposition des objets pédagogiques, et ces objets pédagogiques, chaque établissement va pouvoir les utiliser dans son dispositif de formation comme il le souhaite. Donc on a développé un catalogue de ce qu'on appelle de séquences d'apprentissage des savoirs et savoir-faire, d'une part, et d'autre part, un catalogue de cas pratiques pour la formation comportementale. Bien entendu, on a défini toutes les méthodes de conception. Ça, c'est un point très important lorsqu'on travaille avec ça, avec 70 personnes qui viennent de mondes différents, d'univers différents, d'entreprises différentes. Donc il faut que tout le monde se retrouve sur des modèles et des méthodes approuvées par tous. D'où l'importance du comité de pilotage qui validait toutes les suggestions faites par le CFPB, ce qui permettait après de les imposer entre guillemets au groupe de travail. Sur la forme, donc je vous l'ai dit, une approche pédagogique qui permet de mobiliser les collaborateurs par l'aspect ludique des modules de formation. Donc on est parti de l'idée de jeu pédagogique.
Alors j'ai mis Serious Game à l'époque, il y a 3 ans, on parlait même pas de Serious Game, hein, mais de jeux pédagogiques, avec des missions à accomplir. Alors, sauf qu'on est dans l'univers, au plus proche de l'univers du collaborateur. Hein. Toutes les situations traitées dans ces cas sont des situations inspirées de cas réels, donc ce sont des cas qui ont été décelés par les services conformité, ça c'était important, hein. Ce sont des cas qui ont été décelés par les services conformité et les services de lutte contre le blanchiment des établissements souscripteurs, et c'est à partir de ces cas qu'on traite et qu'on déroule ces cas. Première phase, la vigilance constante. Face à cette demande, que faites-vous? Donc là, l'utilisateur a des phases comme ça de décision à prendre. Hein, il commence par quoi? Est-ce qu'il commence par interroger son client? C'est un bon réflexe. Mais la première étape consiste à vérifier la cohérence de l'opération demandée avec la situation du client. Donc là, la première étape... C'est la bonne décision. Examinez maintenant la demande de votre client et vérifiez la cohérence de sa demande avec sa situation en consultant les informations à votre disposition. Le process tel qu'il est décrit, eh bien, interroge sur le plan déontologique, hein, et sur un certain nombre de choses quand même très importantes. Parce que vous dites oui, effectivement, ça facilite, ça dédramatise, etc. Mais justement, c'est trompeur. Parce que c'est vrai que là, de toute façon, c'est dans un cadre financier, etc. On a un peu l'impression de jouer à la roulette russe. Hein, voilà. Donc peut-être pour quelqu'un qui travaille dans le secteur bancaire, ça ne devrait peut-être pas le choquer. Mais je ne vois pas comment on pourrait transférer un tel process dans d'autres secteurs. Voilà, ça interroge. Alors, ça interroge beaucoup, y compris par rapport aux droits de la personne, en fait. Moi, je considère que la personne qui aura, par exemple, c'est-à-dire réussi à avoir un bon score, hein, par rapport à ce jeu-là, pour moi, ce n'est pas une garantie de la maîtrise, en fait, du domaine que l'on souhaite. Soit effectivement. Non, mais je vous l'ai dit, voilà. il y a... Tel que c'est le process. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs actions de formation. Vous avez celle-là, et vous avez les cas pratiques de mise en pratique derrière. Donc, je vous ai montré dans le désordre, mais si vous voulez, vous avez les 2 actions de formation. La formation est complète. Une fois que lorsque vous avez fait le module d'apprentissage, plus la résolution de cas pratiques avec des situations métiers à résoudre, vous savez, la formation est complète. Hein. À la fin de cette formation, vous serez capable de détecter les opérations incohérentes avec leur situation, car elles peuvent constituer des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme.